s'intéresse depuis longtemps aux véhicules électriques, mais plus particulièrement depuis 3 ou 4 ans, que sont apparues des piles à combustible fonctionnant à basse température et susceptibles d'être montées à bord de véhicules. Est-ce que vous pensez que cette propulsion par pile à combustible se fera assez rapidement? Je pense qu'elle peut se faire rapidement, puisque comme vous le savez, des véhicules expérimentaux à pile à combustible existent déjà un peu partout dans le monde. Mais je pense également qu'il faut distinguer véhicules expérimentaux et véhicules mis à la disposition du public. Pour ce qui est des véhicules mis à la disposition du public, je ne pense pas que des véhicules à pile à combustible seront vraiment vendus avant 1975. Carter developed this combined engine and brake system, which fits into the hub of each wheel. It works fine. Il faut des solutions. Il y en a une qui est à l'étude. C'est celle d'un taxi dit banalisé, une voiture sans conducteur qui stationnerait le long des rues de Paris et des grandes villes. Avec une carte, l'intéressé pourrait pénétrer dans la voiture et rouler et laisser stationner à tout endroit dans Paris le véhicule qu'il aurait utilisé. Cela résoudrait évidemment le problème de ces voitures qui restent inoccupées tous les longs des rues de Paris. Fabriquée à une grande échelle, elle pourrait être la seconde voiture idéale. Une voiture dont il ne serait pas nécessaire d'être propriétaire. Dans des stations-service spécialisées, l'échange de véhicules se ferait instantanément sur simple présentation d'une carte d'abonnement. Par exemple, un Vélib, c'est à la fois un véhicule individuel, mais quand on en met tous les 300 mètres dans Paris et est relié à un dispositif d'information et de réservation en ligne, ça devient un transport collectif parce qu'il y a 20 000 Vélib en même temps dans Paris. On est drogué à l'information et cette information nous est essentielle pour fluidifier, augmenter nos déplacements et les rendre plus confortables. C'est ce qui relève des possibles de l'époque en termes d'infrastructure. Par exemple, pour fournir un service de transport, on a besoin de données sur les horaires, sur la fréquentation. On a de plus en plus de systèmes qui ne fonctionnent que parce qu'il y a des données. Qui essayent d'optimiser les pics, les flux de la ville. C'est une vision très infrastructure, très industrielle. On est très fort en France, c'est très important et c'est important d'y aller. Mais ça ne suffit pas. La ville numérique, c'est aussi un troisième volet qui serait la ville numérique comme espace social, ce qu'est une ville, avec le numérique. Les habitants autour de la ville produisent eux-mêmes des données en fait. Ça peut être des tweets qu'ils s'échangent, des cartographies collaboratives. Donc on voit aussi ce mouvement de création d'une autre ville au-dessus de la ville sur ces réseaux numériques. Finalement, la relation entre le pouvoir politique et les citoyens dans la mutation des villes, c'est le passage de points d'échange, des enquêtes publiques à une sorte de parole continue. You know, if you look over long periods of time, look over hundreds of years, and look at the average sort of life cycle of a new technology, what you find is that it's getting compressed and compressed and compressed. So the rate of change is getting faster and faster. Every decade that goes by, there are sort of more important discoveries per unit time than there were in the previous decade. And a lot of these discoveries tend to have two uses. I mean, technologies tend to be agnostic with respect to whether they can be used for good or used for evil. And I think that over the next 50 years, we are going to face a lot of very tough decisions as a society in how we make sure that we are harnessing those technologies for good purposes.